Oui, Essar, je voulais faire un parallèle entre ce que vous avez évoqué à propos de l'Ukraine, hein, à propos de ce qui se passe dans les pays de l'Est de l'Europe, et puis la situation de la Syrie en particulier, avec le terrorisme, puisque vous avez, et vous l'avez évoqué tout à l'heure à propos du Conseil des droits de l'homme, un pays qui s'appelle l'Arabie saoudite, qui finance un fascisme, c'est un fascisme quand même, hein, un Absolument, fascisme absolument. qui n'a de musulman que le nom, qui Mhm. écrase un pays sans déclaration de guerre qui s'appelle le Yémen, donc en massacrant sa population civile. Hein, malgré tout, l'Arabie saoudite chasse la Russie du Conseil des droits de l'homme pour prendre sa place. Donc il y a quelque chose de fondamentalement ignoble et presque pervers, hein, dans cette chose-là. Et puis vous avez de l'autre côté un nazisme qui est utilisé contre la Russie, en ce moment même en train de bombarder des populations civiles du Donbass, comme pratiquement la pire semaine depuis le début de l'année 2016, hein, c'est dire à quel point la situation devient critique. Hein. Et donc vous avez des anciens, vous avez évoqué tout à l'heure des manifestations de Baltes dans les pays en question contre la Russie pour protester ceci ou cela. En oubliant, les médias se gardent bien d'en parler, en oubliant donc de parler de ces manifestations d'anciens néo-nazis, hein, qui ont participé à la tentative d'invasion de l'Union soviétique. Évidemment, dans le même domaine, les nazis qui se réclament de ceux qui ont commis des crimes contre les juifs, contre les polonais et contre certains ukrainiens, hein, contre des russes également. Je veux évoquer le massacre de Babi Yar, hein, qui a été quelque chose d'effroyable, hein, à côté de Kiev. Il y a un parallèle qui est très intéressant là, dans le sens où à chaque fois derrière on trouve Washington. Parce que derrière l'Arabie saoudite, on a Washington. Donc Washington Exact. couvre les exactions commises par l'Arabie saoudite. Et on a un régime, une junte néo-nazie, hein, dont certains membres éminents sont des néo-nazis. Hein, donc en particulier, je crois, le président, sauf erreur, le président de l'Assemblée nationale ukrainienne, la Rada. Et ce sont deux fascismes terrifiants qui menacent soit à travers la Syrie, soit à travers l'Ukraine, qui menacent la même cible, c'est-à-dire la Russie. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est sûr aussi, c'est effectivement, c'est Washington qui est derrière, et c'est Washington qui utilise Israël, et c'est Washington qui utilise aussi l'Arabie Saoudite et qui utilise aussi la Turquie. Mais bon, je crois que ils ont trouvé que le wahhabisme est une arme de destruction massive. Et en fait, je tiens quand même à rappeler que c'est l'Arabie Saoudite qui avait financé toutes les révolutions de couleur, ce Oui. qu'on appelle révolution de couleur aussi à l'époque, donc contre les pouvoirs en place et et on s'est dépêché très vite de faire rentrer justement tous ces pays qui ont résulté entre guillemets de l'implosion de la Yougoslavie, de l'implosion de la Tchécoslovaquie, etc. Ils sont rentrés très vite dans le carcan de l'Union européenne dominée par les États-Unis Oui. et qui ont fait que ce sont à la fois des pays qui fournissent de la main d'œuvre aux pays européens plus grands comme la France et l'Allemagne, mais d'un autre côté, ils sont dirigés quand même. C'est un magma de pays qui a perdu complètement sa souveraineté et qui fait que la politique de l'Union européenne se décide à Washington aussi.
Donc, tous ces pays ont perdu leur souveraineté de décision, leur souveraineté économique, leur souveraineté nationale, hein. Et donc, ce sont un champ libre à toutes les mafias qui sont aussi dirigées par les États-Unis. En fait, les mafias qui volent les richesses nationales, en fait, de ces pays. Oui. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, j'aimerais bien quand même dire que les États-Unis, ils utilisent et ils lâchent quand ils veulent. Oui. Ils utilisent les pays ils les instrumentalisent, les utilisent pour qu'ils fassent effectivement le travail ou le sale travail pour leur politique ou pour leurs besoins. Mais de temps en temps, ils les lâchent et je voudrais rappeler quand même que comment l'Iran du Shah a été, le Shah lui-même a été lâché, Oui. comment leur collaborateur, le fidèle collaborateur Moubarak, comment il a été lâché, alors qu'il a fait quand même avec Sadat paix avec Israël, Oui. échange avec Israël, etc. Le pays a été inondé de présence américaine, en fait. Oui. L'Égypte n'est plus ce qu'elle était. Et ils ont tout fait, d'ailleurs, avec l'Arabie saoudite et ce pouvoir égyptien pour transformer l'Égypte contre elle-même, je dirais, et contre son rôle de pays arabe, de grand pays arabe, ce qui n'a rien à voir avec l'Égypte de Nasser, hein, comme nous le rappelons. Oui. Je tiens à dire aussi, bon, aujourd'hui, ils sont en train de dire que c'est, vous savez, tous les fameux crimes dont on a accusé Bachar al-Assad, c'était l'assassinat de Hariri, Oui. et on a accusé la Syrie, après à tour, on a accusé le Hezbollah, etc. Et maintenant, voilà qu'on voit par la bouche d'un grand sénateur américain que c'était l'Arabie saoudite, commandité par Israël. Ce meurtre a été fait, cet assassinat a été fait. Et donc, voilà, bon, la vérité finit par se savoir, et par contre, toutes les mesures et tout l'argent du Liban qui a été pris pour payer la commission d'enquête et pour payer le tribunal, etc. Et tout ce qui a été payé pour les témoins de faux, les faussaires, et les faux témoins pour dire que c'est le Hezbollah, c'est la Syrie, c'est etc. En fait, et puis c'est une affaire qui date quand même de 13 ans, Oui. 14 ans. C'était en 2005 en fait, donc de 2006 jusqu'à aujourd'hui, une dizaine d'années, 10 ans d'accusations et de terreur au nom de cet assassinat et de troubles au Liban, quand même, rappelons-le, parce que voilà, ça c'est un point. Et puis maintenant, on dit aussi que c'est l'Arabie Saoudite qui a fait l'attentat du 11 septembre. Donc la grande décision Jasta, là, c'est important d'en parler, où toutes les familles des victimes peuvent attaquer l'Arabie Saoudite pour se faire dédommager aussi, les victimes du 11 septembre. Donc, bon, là aussi, avant c'était Al-Qaïda, c'était l'Afghanistan, c'était, comment dire, c'était Saddam Hussein qui était aussi, à un moment donné, condamné ou accusé d'avoir fomenté le 11 septembre. Et puis voilà, aujourd'hui, on parle de l'Arabie Saoudite. Mais Essar, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que vous avez cité
deux autres personnes qui étaient des alliés objectifs ou secrets en tout cas des Américains, puisque vous avez évoqué l'assassinat de Rafik Hariri. Il n'a jamais été autre chose qu'un élément en faveur d'Israël, en faveur de l'Arabie Saoudite au Liban. Et Saddam Hussein, à un moment donné, était l'allié objectif des États-Unis dans la guerre que l'Irak a lancée contre l'Iran. Alors après, il y a eu le Absolument. Koweït, hein, il y a eu le Koweït le père Bush en a profité pour, comment je dirais, pour punir Saddam Hussein de ne pas avoir continué, je dirais, sa guerre. C'est un piège, hein. Le Koweït a été un piège hein, apparemment pour Saddam Hussein, puisque secrètement on lui a dit, Ah, ben, oui, tout à fait. voilà, donc on a l'exemple encore une fois de personnages haut placés, hein, des présidents, c'est quand même ou des présidents ou des hommes d'affaires d'importance, des hommes de la vie publique du Liban ou un dirigeant irakien qui après avoir été un des plus fervents alliés finit par être même utilisé pour quelque chose d'autre, pour une stratégie particulière. Donc c'est un sacrifice. Ils osent sacrifier en fait les gens qui travaillent pour eux. C'est dangereux quand même, hein. C'est très dangereux. C'est cynique, c'est ignoble, mais c'est dangereux parce que à un moment donné, plus personne va vouloir s'intéresser, je dirais, aux intérêts américains et y participer a fortiori. Oui. Tout à fait, tout à fait. C'était leur allié. En fait, et à un moment donné, ils ont jugé bon de s'en débarrasser pour X raisons, je ne sais pas lesquelles, mais en tout cas, ça a été c'était opportun d'utiliser aussi cette disparition. Donc, tout à fait, tout à fait. On peut faire une petite Donc, parenthèse je sur le voulais Liban. aussi, pardon, Excusez-moi, ouais. ça, oui, parce que j'en profite puisque nous parlions d'Hariri pour faire une petite parenthèse et sur en fait la nomination de Michel Aoun qui est devenu président du Liban parce que justement le clan Hariri et ses alliés ont décidé de le laisser arriver à la présidence et il faut noter, je crois, que Michel Aoun était un adversaire de la Syrie à une époque, hein, dans les années 80, et que après un bombardement des forces aériennes syriennes de la présidence à Beyrouth, il a décidé de s'exiler en France. Et donc, moi j'ignore exactement pour quelle raison il est revenu au Liban, et surtout, en ayant pour alliés, cette fois-ci, les adversaires d'hier. C'est-à-dire le Hezbollah et surtout l'Iran, puisque à travers le Hezbollah, c'est l'Iran. Tout à fait. Alors, en fait, le général Aoun était quelqu'un qui était opposé à il était pour la présence de la Syrie au début, dans la mesure où la Syrie a aidé les Libanais à terminer la guerre civile. Mhm. Mais au bout d'un certain temps, au bout d'un temps où effectivement il y avait des mafieux libanais qui se sont alliés avec les mafieux syriens, et je tiens à dire quand même que dans ces mafieux syriens, il y a Abdelhalim Khaddam, qui est le chantre soi-disant présenté par l'Occident comme le chantre de la démocratie syrienne et qui est contre le président Bachar al-Assad et qui était depuis le début, qui s'est, comment dire, qui s'est, il s'est allié aux opposants et aux rebelles et un des hommes d'Arabie Saoudite aussi. Donc voilà, et donc Aoun a vu ce jeu et il ne voulait plus de la présence effectivement de la Syrie au Liban. Et donc à ce moment-là, il était opposé effectivement à la Syrie. Il s'était aussi opposé à Hezbollah, mais pas pour les raisons pour lesquelles Hariri est opposé.
Oui, Hariri voulait absolument une reconnaissance de l'État d'Israël et ils ont même pendant la guerre contre le Liban en 2006, ils ont vraiment pactisé avec Israël et ils ont donné des informations pour tuer, etc. Donc ça c'est Signora en fait, pas Hariri lui-même, parce qu'il était. Mais bon, donc, mais à partir du moment, enfin, le général Aoun est revenu et c'est quelqu'un de très patriotique. Donc, il a son discours de la présidence. D'ailleurs, je voulais corriger quelque chose. Il n'a pas été nommé président, il a été élu. élu, oui, Euh, élu. Au Liban, le président est élu par l'Assemblée nationale. Il n'est pas élu directement par le peuple. Donc, il a été élu, effectivement. Et donc ça, c'est un grand événement et j'estime que c'est très positif. Aujourd'hui, c'est un patriote, enfin, c'est un grand patriote, le général Aoun. Il est aussi, il est pour qu'il y ait des relations importantes avec la Syrie, notamment dans la coopération contre le terrorisme. Oui. Et il est donc pour qu'il y ait une lutte beaucoup plus efficace contre le terrorisme. Et c'est un allié aussi de Hezbollah, donc du Front de la Résistance. Et ce sont des points très importants qui renforcent effectivement la position de la Syrie souveraine aujourd'hui et du Liban souverain. Et dans la lutte surtout contre le terrorisme dans la région, c'est un point qui est très important. Parce que jusqu'à présent, le Liban politique, jusqu'à maintenant, refusait qu'il y ait une véritable coordination avec l'État syrien dans la lutte contre le terrorisme. Euh, c'est la raison, enfin, donc le Hezbollah a participé en tant que Hezbollah, mais pas en tant qu'État. Hein. Donc là, c'est important que l'État et l'armée libanaise puissent coordonner avec l'État et l'armée syrienne dans la lutte contre le terrorisme, sachant que Daesh se trouve dans certains cas, dans certains villages du Haut-Qalamoun, à Assal notamment, et ils sont là, ils s'attaquent de temps en temps à la population libanaise, il y a tous les jours des morts, des blessés, ils s'attaquent aussi parfois à l'armée, il y a des morts et des blessés, Oui. et bon, ils n'ont pas la couverture politique pour pouvoir coordonner réellement avec l'armée syrienne. Oui. Voilà. Ça peut Là, on vouloir peut dire, espérer que ça va venir. Et donc, l'élection de Aoun à la tête de l'État libanais, comment dire, la restructuration ou la formation, en fait, de l'État libanais à nouveau est quelque chose de positif, j'estime, dans la région, parce que et ça permet aussi de mieux lutter contre le terrorisme dans la région. il faut peut-être s'attendre à ce que Michel Aoun, alors je ne suis pas au courant des capacités de chaque membre du gouvernement ou de la présidence, enfin ses prérogatives on dira, mais il est possible que Michel Aoun demande une protection aérienne de la Russie ou des choses comme ça. Ça peut être une très mauvaise nouvelle pour Israël d'ailleurs. Et ce qui était une très mauvaise nouvelle déjà, c'est que dans son discours d'investiture, c'était la souveraineté libanaise, hein, souveraineté du Liban qui n'accepte pas du tout de détails. Et Ouais. donc et la récupération de tous les territoires libanais occupés. Oui. Donc ça, c'est un point qui a déplu à Israël et qui déplaît effectivement.
mais aussi que nous défendrons nos terres et nous défendrons notre peuple. Donc, en fait, par tous les moyens, dit-il. Et donc, c'est sûr que aujourd'hui, pour que l'armée libanaise, à qui on empêche d'avoir vraiment la teneur d'une vraie armée, Oui. que elle n'a pas d'armes, elle n'a pas de, eh ben, il y a eu déjà une véritable proposition de l'Iran pour le Liban, pour pour équiper l'armée libanaise, Oui. qui a été jusqu'à présent refusée. C'est une offre ouverte, hein, mais à laquelle ils ont répondu négativement au temps de Michel Sleiman. Oui. Et pendant les 2 années et demie de vacances de la présidence au Liban, il n'y a pas eu de position de prise. Bon, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'Iran renouvelle son offre, hein, mais aussi la Russie, ou dans des discussions comme ça de stratèges, etc., se disait heureuse si le Liban lui demande de l'aider. Voilà. Donc il répondrait positivement. Donc ça fait partie un peu des comment dire des discussions préliminaires, je dirais, à toute démarche et à tout accord, disons. Que ça a été, enfin, c'est un peu tôt d'en parler, quoi, parce que de toute façon, il vient de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, la priorité, c'est former un gouvernement. C'est Saad al-Hariri qui a été nommé pour former le gouvernement libanais. Ce n'est pas une action facile, c'est pas une mission facile que de former le gouvernement dans un pays où il y a des dissensions importantes entre différents partis politiques et différentes masses politiques, disons. Oui. Donc aujourd'hui, le Samahat el-Sheikh Nasrallah a fait un discours où il mettait en avant l'unité nationale et que, quelles que soient les dissensions ou les divergences politiques qu'on peut avoir sur les dossiers externes, sur les dossiers de politique étrangère ou de politique extérieure, il faut les mettre de côté et puis agir pour l'unité nationale. Donc, lui, il a dit son mot et sa priorité, et non seulement il adopte cette position-là, mais aussi il invite tous les autres à être positifs et à mettre en avant ce qui les unit et de côté ce qui les désunit. Mais bon, donc ça c'est un point très très positif aujourd'hui. Mais bon, je pense que c'est les prochains jours le montreront très vite. Hein. Oui. Je pense que c'est très positif. En tout cas, cette évolution du Liban qui me paraît très importante. Voilà. Bien. Et ça, avant de vous laisser la conclusion, je voudrais annoncer votre venue en France pour une conférence au mémorial de Caen le 26 novembre prochain. Donc je vous laisse en parler quelques instants. En fait, c'est une conférence qui est sur la Syrie, concernant la Syrie, qui est organisée par l'association Rassemblement pour la Syrie, avec d'autres amis donc du rassemblement. Bon, donc c'est une journée de colloque avec débat sur la question syrienne, sur ce qui se passe, sur la reconstruction, sur tous les aspects. Il y a un axe, effectivement, la réalité, le terrorisme, etc., les faits et l'impact des sanctions sur la vie des Syriens.
Et il y a aussi un axe qui est la reconstruction, comment faire et comment aider surtout le peuple syrien aujourd'hui dans cette lutte. Voilà. Et donc ça a lieu le 26 novembre à Caen, au mémorial de Caen. Très bien. Je vous laisse la conclusion. Alors en conclusion, je crois que les jours à venir sont décisifs, hein, pour la Syrie, comme pour le monde entier. Oui, oui. Je crois que c'est la première fois où, enfin, le 8 novembre vont avoir lieu les élections américaines. Et pour une fois, c'est la première fois que ces élections montrent une convergence de cette envergure. Oui. C'est une divergence de chemin, je peux dire, et de politique importante. Bon, ben, de toute façon, je crois que aujourd'hui, je peux dire que le plan de destruction du Moyen-Orient est mis en échec par la résistance du peuple syrien et par Oui. ses alliés, en fait, aidés par ses alliés. Ça, c'est un point qui est très, très important. Jusqu'à présent, nous avons vu que les Américains louvoyaient et louvoient toujours dans la condamnation du terrorisme et même dans la reconnaissance de ce qui est terroriste, de ce qui ne l'est pas. C'est comme si dans des vases communicants, on voulait dire une partie des vases et ceci et une autre partie et cela, alors que ce sont réellement des vases communicants et ils le savent. Et il est important de voir que en Syrie, de toute façon, la lutte du peuple syrien pour mettre en échec le terrorisme en Syrie et dans le monde est une lutte vraiment pour tous les peuples du monde et pour tous les pays du monde. Et là, je dirais, les Européens ont plus intérêt à s'allier avec la Syrie dans la lutte contre le terrorisme que de s'allier contre la Syrie et avec les États-Unis ou avec l'Arabie saoudite et le Qatar, qui sont les plus grands pourvoyeurs du terrorisme, s'ils veulent protéger leur population. Malheureusement, les États européens actuels ou certains États actuels ne prennent pas conscience. Il y a certains qui ont commencé à prendre conscience, comme la Tchéquie, comme l'Italie, en effet, commencent à prendre conscience du danger. Oui. La Turquie, l'Allemagne condamne, enfin annonce clairement que la Turquie aussi fait partie des pays qui soutiennent le terrorisme et qu'ils auraient intérêt à changer de politique. Hein. Et voilà, donc dans la lutte contre le terrorisme, il est important de voir que les pays européens se protégeraient eux-mêmes et protégeraient leur peuple en coordonnant avec l'État syrien, avec l'armée syrienne La lutte et avec antiterroriste. la Russie. Et Voilà. avec la Russie, oui. Et l'Iran. Très bien. Voilà, donc j'invite tout le monde à coopérer avec la Syrie dans la lutte contre le terrorisme, sinon l'Europe sera exposée vraiment à de bien pires crimes et de bien pires attentats. Merci pour ces propos, ces avertissements qui sont évidemment très importants à lancer pour que chacun prenne conscience du caractère incontrôlable du terrorisme et ses conséquences. Hein. Je vous remercie, Essar Midani, de nous avoir accordé un si long entretien dans ce CITREP du 4 novembre. Et je vous souhaite une belle soirée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le 6e. Voilà. Oui. Eh bien, merci beaucoup et puis merci à tous ceux qui nous écoutent et qui auront la possibilité de voir ces vidéos. Nous vous remercions et puis à d'autres sites. À d'autres CITREP. Tout à fait.
Bonne soirée, Ouais. Essar. À bientôt. Bonne soirée à vous aussi. Merci, au revoir.